أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الموعد السياسي. الموعد السياسي لهذا الأسبوع تستضيف الصحفي الفرنسي الصحفي المستقل السيد جيل مونيي. تلفزيون رشاد استقبل السيد جيل مونيي في سنة 2012 للحديث معه حول الوضع في الجزائر وفي العالم العربي. لنا الشرف أن نستضيفه هذه المرة للحديث معه أولا في قضيته، القضية العراقية التي ناضل من أجلها في التسعينات وحتى سنة 2003 في قضية ما يسمى بالنفط مقابل الغذاء. هذا المشروع التي صوت عليه مجلس الأمن الأمم المتحدة في سنة 96. اليوم هو متهم من طرف العدالة الفرنسية بأنه اخترق القوانين الدولية وخاصة القرار الأممي الصادر سنة 96 عن مجلس الأمن الذي يقضي بما كان يسمى في ذلك الوقت النفط ضد الغذاء أو مقابل الغذاء. وفي نقطة ثانية وثالثة سوف نتحدث معه حول الوضع في الجزائر والحرب التي تشنها فرنسا مع حلفاء من دول إفريقية وأوروبية في شمال مالي وتداعياتها حول الأمن القومي للجزائر. Monsieur Gilles Meunier, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En premier, est-ce que vous pourriez nous éclairer les téléspectateurs algériens et puis maghrébins aussi qui nous regardent sur cette affaire qui est appelée l'affaire pétrole contre nourriture, qui est traitée aujourd'hui par la justice française, qui vous concerne vous personnellement et d'autres personnalités politiques et médiatiques françaises? Elle me concerne tout personnellement. Aujourd'hui, j'étais au tribunal de Paris, j'étais interrogé par la présidente du jury pendant une heure et demie sur mes relations avec l'Irak à cette époque-là, parce que c'est une affaire qui date de 2004 et qui... j'ai été mis en examen par le juge Courroy en octobre 2005. Et depuis, cette affaire courait toujours et n'avait pas été jugée. De quoi s'agit-il simplement? C'est une affaire qui est liée à l'embargo américain, enfin l'embargo des Nations Unies contre l'Irak. Pendant cette période abominable, qui a duré 13 ans, qui a fait mourir je ne dis pas des milliers, des centaines de milliers d'Irakiens et d'Irakiennes, parce que finalement, lorsqu'on a interviewé lorsqu'un jour un étudiant aux États-Unis, un jour lors d'une conférence, a interviewé Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américaine, concernant l'embargo et le coût au niveau de la population irakienne, et notamment des enfants irakiens, les Nations Unies avaient comptabilisé globalement qu'il y avait eu 1 500 000 enfants irakiens qui avaient été tués. Elle a répondu c'était le prix à payer pour renverser Saddam Hussein. Donc c'est quand même quelque chose d'horrible. 1,5 million d'enfants. 1,5 million d'enfants. Alors n'en parlons pas des vieillards, des adultes, des accidentés qui n'ont pas pu être soignés. Donc c'est quand même énorme. Hein. Bon, ils ont renversé effectivement Saddam Hussein en opprimant, je veux dire, en faisant en sorte que le pays n'ait plus aucun moyen de survie et de se défendre. Ensuite, agresser le pays, et selon un chiffre fourni par un membre du Congrès de la Chambre des représentants américaine, lui, il compte ensuite 1 million de morts parmi les civils depuis 10 ans. Donc, et puis aussi, pas de démocratie en Irak, un régime dictatorial et confessionnel chiite qui s'est installé, lié une sorte de compromis entre les Iraniens et les... Là, vous parlez de l'Irak post-2003. Post-2003. Mais disons, à l'époque, de quoi s'agit-il? On a imposé, disons, un embargo à l'Irak, juste au moment de l'invasion du Koweït. En 90, oui. Voilà, en 90. L'ONU s'apercevant, enfin je veux dire, un certain nombre de personnalités s'apercevant que la misère du peuple irakien qui s'était développée de 91, 92, 93, on dit on va mettre en place un programme supposé alléger les souffrances de la population irakienne. Des Irakiens.
Or, ça n'a pas été le cas, ça a permis peut-être d'acheter quelques produits ici ou là, mais les deux directeurs du programme pétrole contre nourriture, M. Hallyday et M. von Sponeck, qui sont des personnalités internationales, des fonctionnaires des Nations Unies, qui dirigeaient ce programme, ont démissionné, considérant que c'était un programme génocidaire. Ils ont prononcé ce terme-là. Un certain nombre de personnalités internationales aussi. Pourquoi génocidaire, monsieur? Génocidaire parce que les Irakiens ne pouvaient pas acheter tout ce qu'ils voulaient. Et puis que de toute façon, il y avait une telle lourdeur au niveau des Nations Unies. On a mis en place une administration qui se payait sur le pétrole irakien, parce qu'attention, il ne restait plus tellement de pétrole. Le principe, c'était le suivant. L'ONU et les Américains derrière autorisaient l'Irak à vendre une certaine quantité de pétrole tous les 6 mois, à un prix, au prix fixé par l'ONU. C'est-à-dire c'est pas le prix du marché. Voilà, fixé par l'ONU. L'argent de la vente de ce pétrole était bloqué sur un compte aux Nations Unies auquel les Irakiens n'avaient pas le droit de toucher. C'est sur ce compte que se payaient les fonctionnaires de l'ONU, les salaires, des réparations au Koweït, parce qu'elles courent toujours aujourd'hui, hein, ces réparations au Koweït, et puis d'acheter avec le reste des médicaments. Mais il y a une telle lourdeur que les commandes de médicaments, de vivres, enfin de pièces détachées, parce que c'est pas simplement d'acheter une télévision ou d'acheter un vélo ou d'acheter une voiture ou n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait une pièce qui ne marche pas à l'intérieur ou que les pneus soient usés et pour que la voiture ne fonctionne plus. En Irak, les voitures d'ailleurs fonctionnaient avec des pneus usés. Moi j'ai circulé en Irak entre Mossoul et Bagdad de nuit. La plupart des voitures n'étaient pas éclairées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pénurie de lampes, d'ampoules. Donc même les lampes étaient interdites à l'importation. Il n'y en avait pas suffisamment. Bon, ça rentrait. Alors, quand dans une situation pareille, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de médicaments, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de nourriture, s'installe un marché noir. C'est clair. Monsieur Meunier, à cette époque-là, vous étiez un des soutiens de l'Irak en France. Quel a été votre rôle exactement? Moi, je soutiens. J'ai été élu secrétaire général des amitiés franco-irakiennes en 1986. Donc, c'est-à-dire avant la guerre Iran-Irak. Oui. Non, pendant la guerre Iran-Irak. Pendant la guerre Iran-Irak. Donc j'ai vécu toute cette période-là, de 86 jusqu'à l'invasion du Koweït, jusqu'à l'époque où Saddam Hussein avait pris le régime avait pris la décision de retenir à Bagdad les étrangers qui étaient. Donc je suis allé expliquer au régime irakien, en particulier à M. Tahar Ramadan, qui aujourd'hui a été pendu par le régime actuel. C'est le vice-président, je crois. Qui était vice-président, que franchement, il serait peut-être intéressant, du fait de la politique arabe du général de Gaulle, enfin de certaines positions vis-à-vis de l'opinion publique française, je voulais dire, pas vis-à-vis de François Mitterrand, qui avait été faire la guerre avec les Américains, de laisser partir les otages français. C'est ce qui a été fait. Je suis revenu avec un certain nombre d'otages. D'autres ensuite sont allés à Bagdad chercher les otages qui restaient. À l'époque, la position française, c'est qu'on ne négocie pas avec les preneurs d'otages. Mais en fait, ils négociaient en douce, tous, pour essayer de ramener pour leur gloriole des choses comme ça. Mais lorsque je suis arrivé à Paris avec les otages à l'aéroport de Roissy, il y a un policier qui est venu vers moi et qui m'a dit: maintenant, vous avez deux solutions. Ou vous passez par cette porte et vous voyez, il y a de là des télévisions qui vous attendent, et quelqu'un va vous traiter de nazi face aux caméras. Vous ne saurez que répondre parce que ça va se passer très vite. Puis vous avez l'autre solution, vous passez par cette autre porte, vous arrivez à la station de taxi, moi j'habite à Rennes en Bretagne, vous allez à la gare Montparnasse à Paris, et vous rentrez chez vous. Je suis rentré chez moi. Mais à Rennes, les journalistes me connaissaient. Donc j'ai fait une conférence de presse à Rennes sur cette affaire-là. Ils ne pouvaient pas l'empêcher. Il y a même un ami... C'est que vous dites qu'en France, on voulait un petit peu cacher votre travail. Absolument. Et il y a même un ami qui, à l'époque, était actif dans les milieux des Algériens, qui s'appelait Moustapha Gemache, mais qui maintenant est décédé malheureusement,
qui m'a même téléphoné pour me dire on va venir avec des karatékas Pour te protéger. Pour te protéger. Ce n'était pas nécessaire. Le président de cette association était un Lyonnais, un ancien ambassadeur de France à Bagdad. Et donc nous sommes allés à Lyon également pour faire une conférence de presse. Bon, l'information, c'était de dire ce qui se passait en Irak à l'époque. Mais l'information n'a pas été celle-là, parce qu'au moment où nous allions commencer à parler, le club de la presse de Lyon a été attaqué par des harkis, des anciens harkis, qui ont tout cassé. Et l'information du jour, le lendemain, c'était des Algériens, enfin des harkis sont rentrés, ont perturbé une réunion. C'est quoi le rapport entre les harkis et l'Irak? Je pense qu'il y avait le rapport qu'il y avait, c'était que quelqu'un à la préfecture de police de Lyon a manipulé, a instrumentalisé une association de harkis pour nous attaquer, pour modifier l'information du lendemain. Oui. Alors, j'ai poursuivi mon activité en faveur du peuple irakien contre l'embargo, mais à un moment donné, le problème s'est posé pour toutes ces activités à l'extérieur, les financements. Oui. Ouais, vous faites des réunions internationales, il faut quand même payer les hôtels, les déplacements, les vols, les intervenants, enfin pas payer les intervenants, mais payer leur voyage pour que certains viennent intervenir, acheter parfois des médicaments, les rapporter clandestinement alors que c'est interdit, et donc les Irakiens ont pris la décision de dire aux entreprises pétrolières qui venaient retirer du pétrole en Irak dans le cadre des accords pétrole contre nourriture, sur leurs bénéfices, c'est-à-dire sur leur marge bénéficiaire, c'est-à-dire ça ne retirait rien du tout, ni aux fonctionnaires de l'ONU, ni au fonds sous séquestre, si vous voulez, de financer ces activités. Bon. Les entreprises pouvaient le faire ou garder l'argent dans leur poche, parce qu'aucune entreprise n'était vraiment obligée de le faire. Ne serait allée en Irak d'ailleurs si elle n'avait pas de bénéfices, même minime. Mais je veux dire quand même, c'était pas pour faire plaisir aux Nations Unies, à Bush ou au machin qu'elles auraient été retirées. Et donc effectivement, mon association a été financée par une entreprise pétrolière française, un trader français qui était lié à une société de commercialisation, de marketing de pétrole basée à Genève, a financé toutes mes activités qui sont longues. J'ai toute la liste, tous les mois, ce qu'on faisait, etc., ici, ailleurs, à Athènes, en Turquie, enfin bon, absolument tout. Bon, voilà. Et puis est arrivé, bon, évidemment, parmi les activités qu'on a menées, par exemple, lorsque M. Blair avait déclaré que les Irakiens fabriquaient des armes, c'était le rapport Blair, des armes de destruction massive dans telle usine à tel endroit, dans telle usine à tel endroit, dans tel endroit, etc., en Irak. Je suis allé en Irak avec des officiers supérieurs français à la retraite, mais connaissant les problèmes d'armes de destruction massive, ce qui n'était pas mon cas, et nous sommes allés dans ces endroits-là. Et vous avez enquêté? Et on a enquêté, et là, il y a quand même les médias occidentaux qui étaient bien obligés de reconnaître et de dire, en tout cas français ou même américains, de dire que finalement le rapport Blair, c'était du bidon. C'est ce qui s'est vérifié en 2003. Voilà, c'est ce qui s'est vérifié ensuite. Maintenant, les Américains ont envahi l'Irak, il y a eu les troupes d'occupation, etc. Puis un jour, à Rennes, chez moi, j'étais au premier étage, je vois deux personnes qui arrivent dans mon jardin sur les coups de 13-14 heures. Quand on voit deux personnes arriver comme ça, je pensais que c'était des témoins de Jéhovah ou je ne sais quoi, etc. Non, c'était des policiers avec une commission rogatoire, donc perquisition chez vous. Et puis à partir de là, a commencé pour moi l'affaire pétrole contre nourriture. 6 mois plus tard, 4-5 mois plus tard, j'étais convoqué par le juge Courroy à Paris. On m'a dit lacez votre ceinture, etc. On m'a interrogé pendant les 48 heures réglementaires de garde à vue, et on a rajouté 24 heures parce qu'il y a une loi française, PERMEN 2, qui permet de garder 24 heures de plus. Et ensuite, on m'a mis en examen. On m'a dit, le juge Courroy m'a dit, mais je vous mets en examen, quelle impression ça vous fait? Je lui dis, franchement, je ne pensais jamais de ma vie être mis en examen. Moi, ce que j'ai fait simplement, c'était d'aider le peuple irakien. Il m'a dit, puis c'est pas tout, parce qu'il a fait un petit calcul comme ça, 80 000 euros. Je dis quoi? Il me dit, il faut que vous payiez 80 000 euros, une caution. Et pas sur 1 an ou 2 ans. Tout de suite. Premier versement, en 3 fois,
à partir, on était le 15 octobre, à partir du 1er novembre. Bon, grâce à Jacques Vergès, qui est mon avocat et qui est un ami, il a pu baisser de 80 000 à 50 000 euros, mais c'est quand même une somme considérable. Il a fallu vendre on dit qu'on est milliardaire, etc., grâce au pétrole irakien, mais il a fallu vendre des choses. Et non seulement on m'a fait payer cette caution, mais on m'a retiré mon passeport pendant 4 ans et demi. Alors évidemment, il s'agirait aujourd'hui tout ça à cause de vos activités voilà, en faveur du peuple irakien. Absolument. Mais on ferait la même chose actuellement dans un pays où, comme la Syrie ou comme d'autres pays où les Occidentaux veulent mener une action de renversement d'un régime, même si je ne porte pas de jugement sur le régime d'Assad, qui est quand même assez abominable, il faut dire. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Mais alors un intellectuel ou un engagé. Engagé. C'est le cas de Bernard-Henri Lévy, par exemple. Voilà, on le met en prison, mais ça ferait un scandale. Ça ferait un scandale. Bon, alors je n'ai pas pu travailler. Quand on a un travail dans le domaine de la relation publique, eh bien évidemment, au bout de 5 ans, les gens que vous avez connus ne sont plus là. Lorsque vous êtes mis en examen, vous n'êtes plus invité à des réceptions ou à des réunions, des gens vous évitent parce que c'est mal vu. Oui. Alors résultat, ça vous démolit totalement, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes grillé. Hein, et résultat, bon évidemment j'ai 68 ans aujourd'hui, enfin actuellement, vous vous retrouvez avec une retraite minime qui pour moi est de 280 € par mois, plus 20 € qui m'arrivent d'Algérie, parce que j'y ai travaillé pendant 5 ans. Donc ils vous ont cassé votre carrière professionnelle. Ils m'ont cassé, et puis ils m'ont pourri la vie. Enfin, le juge Courroy m'a pourri la vie. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette affaire? Dans cette affaire, il s'agit je veux dire, un jour, un quotidien irakien, un jour, c'est-à-dire en 2004, a publié une liste de 140 ou 180 personnalités qui, à travers le monde, avaient avaient pu bénéficier des ventes de pétrole irakiens. Mais comme je vous dis, sur les bénéfices des entreprises. Hein, bon, voilà. Parmi ces principes, bon, évidemment, il y avait beaucoup de Russes dans cette affaire-là. Évidemment, voilà. Mais dans la liste des Français, c'est-à-dire une vingtaine de personnes qui sont actuellement jugées au tribunal de Paris, on voyait bien que, et aussi dans l'interrogatoire que j'ai subi, que l'objectif des Américains, en tout cas l'objectif de cette opération, c'était de se venger de la prise de position française de ne pas participer à la guerre, c'est-à-dire le discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies. Parce qu'en face d'un certain nombre de certains volumes de pétrole, on mettait, c'était sur le journal, pour Jacques Chirac, pour Charles Pasqua. Je veux dire, l'Irak est un pays que je connais depuis très longtemps. Aucun fonctionnaire à n'importe quel niveau que ce soit n'avait accès à ce genre d'informations. Il avait peut-être un code en face dont il ne connaissait pas la signification, mais quelqu'un est venu écrire avec sa main, oui. Pour, au niveau médiatique, au niveau international, en faire une affaire d'État. Or, à l'époque, il était question que Jacques Chirac se représente pour un nouveau mandat. Et une affaire comme ça, le griller en grande partie, c'était très mauvais pour sa réputation. Et il est évident que le candidat des Américains est aussi l'ami, le juge Courroy qui nous a mis en examen et qui s'est avéré ensuite très proche du futur président de la République pro-américain, Nicolas Sarkozy. Et est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce que vous avez fait pendant ces années? Aujourd'hui, j'ai été interrogé. J'ai dit que si c'était à refaire, je le referais, que j'étais fier d'avoir violé une résolution, puisqu'on accusait une résolution des Nations Unies, que moi je n'avais fait que violer une résolution des Nations Unies, mais Quentin Tabouche, il avait violé la charte des Nations Unies en attaquant l'Irak, parce qu'il n'avait pas l'autorisation des Nations Unies pour attaquer l'Irak. Et que si c'était à refaire, je le referais. Ça a fait réagir les juges? Et puis, non. Et puis que, par ailleurs, j'avais poursuivi, après cette agression de 2003, mon activité d'information sur ce qui se passait en Irak, sur les gens que les Américains avaient mis au pouvoir et qui ont conduit le pays au chaos. Et finalement, encore aujourd'hui, il n'y a, pour ainsi dire, pas d'électricité à Bagdad, les hôpitaux sont dans le dénuement, et le pétrole coule toujours. Il n'a jamais autant coulé. Alors on se demande dans quelle poche il va. Monsieur Gilles Meignet, je vous remercie pour cette première partie de notre émission concernant votre affaire
devant la justice française qui vous accuse d'avoir violé une résolution de l'ONU et dont vous dites que vous êtes fier de l'avoir violée. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات نعود معكم لإكمال الحديث مع السيد جيل مونييه بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين نعود معكم في هذا الجزء الثاني للحديث مع السيد جيل مونييه الصحفي الفرنسي المستقل. Monsieur Meunier, dans cette affaire qui vous oppose à la justice française, qui vous accuse d'avoir violé une résolution des Nations Unies votée en 1996 pour qui s'appelle pétrole contre nourriture, oui. C'est un dispositif onusien pour permettre, entre parenthèses, au peuple irakien d'avoir un petit peu tout ce qu'il y avait besoin comme produits alimentaires et entre autres des médicaments. Qu'est-ce que vous risquez réellement aujourd'hui? Ce que je risque, à mon avis, c'est une amende. Mais une amende de combien? J'espère qu'elle sera minime, mais c'est pas certain. Tout dépend de ce que décident les juges. Et puis moi, j'ai quand même l'impression que j'ai l'impression, en écoutant les interventions des uns et des autres, c'est pas fini parce que le procès va durer environ 3 semaines, hein, mais que c'est à 95% jugé d'avance. Alors à quelle sauce on va être mangé, je ne sais pas. Vous croyez que c'est jugé d'avance? À 95%, je pense que c'est jugé d'avance parce que on nous juge sur des... Les juges finalement ne prennent pas en considération les histoires de morts d'enfants irakiens, de chaos l'aspect humain, etc. L'aspect humain des choses n'est absolument pas pris en considération. Tout ce qui est politique, pour eux, ça n'existait pas. C'est un autre procès, s'il devait y en avoir un, qui serait le procès de Bush, mais qui n'aura jamais lieu. Qui n'aura jamais lieu. Monsieur Meunier, on revient un petit peu à l'actualité, si vous permettez. La France, votre pays, qui rentre en guerre en Mali, sur demande du président et du gouvernement malien. Premièrement, quelle est votre réaction? Et la deuxième partie de ma question, est-ce que cette guerre est vraiment nécessaire? La première partie, disons que bon, à chaque fois que les socialistes arrivent au pouvoir en France, démarre une guerre. Bon. À l'époque de Guy Mollet et de Mitterrand, puisqu'il était ministre de l'Intérieur et de la Justice, et sous son règne quand même, il y a eu quand même beaucoup de résistants algériens qui ont été décapités. Oui, il a signé des condamnations à mort. Condamnations à mort. Donc celle de Zabana, par exemple. Oui, oui. Celle de Zabana en particulier. Ensuite, lorsque Jospin est arrivé, était Premier ministre, il a envoyé des troupes françaises en Afghanistan qui reviennent actuellement. Mais en 2001, oui. Mais qui, faire une comparaison, un peu comme sont revenus d'Indochine les militaires français, on les a envoyés tout de suite en Algérie, là ils reviennent d'Afghanistan, on les envoie tout de suite au Mali. Ensuite on nous dit il n'y aura que des frappes aériennes. Et puis après on s'aperçoit qu'il y a 5000 personnes, 5000 militaires. Des troupes au sol, oui. Des troupes au sol, 5000. Et qu'il y en aura peut-être encore plus demain, personne ne le sait. Bon, c'est une guerre néocoloniale. Vous croyez? Moi je pense que c'est une guerre. De toute façon, quelqu'un qui est Giscard d'Estaing, on pense ce qu'on veut de Giscard d'Estaing, mais qui connaissait quand même l'Afrique et qui a envoyé la Légion sur Colvézi à l'époque, l'a dit. Bon, Dominique de Villepin s'est opposé aussi à cette guerre. Il a dit carrément, ces mots, c'est pas la France. C'est pas la France, et c'est une façon de se comporter comme les néoconservateurs américains. C'est-à-dire lorsque les néoconservateurs ont monté toute une cabale pour les guerres préventives. Voilà, pour attaquer l'Irak. Donc c'est une guerre injuste, mais c'est une guerre aussi pour les richesses du Nord-Mali qui aujourd'hui existent depuis toujours, mais tout le monde le sait, mais aujourd'hui deviennent rentables et exploitables. Alors, évidemment, par la cherté des matières premières. Donc derrière tout ça, vous avez des sociétés importantes qui jouent leur rôle, qui sont par exemple Areva, qui joue un rôle dans cette affaire-là, parce qu'on préfère, finalement la France préfère que ce soit Areva sur le terrain que les Chinois ou les Américains ou les Britanniques, c'est certain. Par ailleurs, il y a quand même une répartition, j'ai toujours eu l'impression, d'une répartition au niveau des rôles dans les pays de l'OTAN ou dans les pays occidentaux, c'est que finalement les Américains acceptent plus ou moins que les Français interviennent dans leur zone d'influence, c'est-à-dire les anciennes colonies. Ils sous-traitent. C'est le cas avec la Syrie.
ils n'ont jamais, par exemple les Britanniques, n'ont jamais digéré le fait que BP était nationalisé en Irak et que la compagnie française des pétroles, devenue Total plus tard, travaillait en Irak, avait un rôle important en Irak et avait une politique. Saddam Hussein, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais il avait une politique française de l'Irak. Hein, c'est tout. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le Mali, c'était une ancienne colonie française. Oui. La France intervient au Mali avec un régime qui est un régime de toute façon qui était à sa botte avant. Oui, parlons du régime malien, parce qu'en France, dans les médias français, on aime bien présenter l'argument principal à cette guerre, c'est qu'il y a des troupes armées, des groupes armés appelés terroristes, qui se dirigeaient vers Bamako et que le gouvernement malien a fait appel à la France. Ouais. Premièrement, on oublie de dire en France que ce gouvernement est un gouvernement formé suite à un coup d'État militaire contre un président, Amadou Toumani Touré, a été élu démocratiquement et qui était à 6 mois de la fin de son mandat. Voilà. L'actuel gouvernement malien, de toute façon, n'a absolument pas aucune légalité. Les gens qui ont fait soi-disant appel à la France au nom d'accords de défense, n'ont aucune légalité. Non seulement n'ont aucune légalité, et cet accord de défense n'existe pas. Et que l'accord de défense n'existe pas. Alors on a fait croire à l'opinion publique française qu'il y avait un accord de défense. Et même s'il y avait eu franco-malien. Et même franco-malien. Et même s'il y avait eu un accord de défense. Imagine-t-on aujourd'hui l'armée anglaise, britannique, intervenir dans une ancienne colonie britannique? Ça n'a jamais existé. Comment se fait-il que la France est partout, depuis la soi-disant décolonisation, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est toujours, la France est toujours derrière, la France-Afrique est toujours derrière. Oui, la décolonisation folklorique. Est toujours en train d'intervenir dans ces pays-là, militairement. Alors là, il n'y a aucune légalité, on essaye de saupoudrer, d'arranger, de présenter... Non, mais il y a quand même une contradiction aussi très flagrante concernant le gouvernement, la position du gouvernement français actuel qui dit que la France intervient en Mali pour défendre les valeurs françaises. À côté, on a un conflit en Syrie qui oppose un régime tyrannique contre la majorité de la population. Et en Syrie, on dit on ne peut pas intervenir. Bon, d'ailleurs, même les Syriens n'ont pas voulu qu'il y ait une intervention étrangère, et je pense qu'ils ont bien fait. Mais en Syrie, on préfère rien faire, même pas une zone d'isolation aérienne, ce qui est techniquement possible. Alors en Syrie, on ne défend pas les valeurs, mais par contre, au Mali, on le fait. Pourquoi? Non, mais de toute façon, moi je pense que la première chose, d'abord dans un pays, on n'a pas à aller imposer des valeurs françaises. Il y a les valeurs du peuple, des Maliens. Oui. Bon, il y a les valeurs peut-être des tribus du sud noires, et puis les valeurs des tribus Touareg du Nord. Touareg du Nord. Moi, je suis allé au Mali, j'ai eu la chance d'aller au Mali dans les années 80, dans la région à Bamako et dans la région de Mopti, qui est donc pas loin. Dans le nord, dans le nord, puisque on disait que les terroristes, on appelle ça les terroristes, allaient arriver jusque Mopti, en tout cas aller vers Bamako. À l'époque, il était question de camps de Touareg, et que quand même les gens étaient scandalisés que les tribus du sud de Bamako considéraient les Touaregs comme des sous-hommes. Oui, c'est un racisme anti-Touareg. Un racisme anti-Touareg, c'est-à-dire c'est l'inverse de ce qu'on peut penser d'habitude. Donc toujours les Arabes sont racistes à l'égard des Noirs ou les Français, etc. Tandis que là, c'est les Noirs à l'égard des Touaregs. Les tribus berbères du Nord. Les tribus berbères du Nord. Et donc c'est quand même ces Touaregs dont personne ne s'intéressait vraiment, parce qu'on aurait pu quand même aussi peut-être, puisque comme on crée des États, il y a eu la conférence de Berlin, où il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quand même des nouveaux États, des transferts de population, de nouveaux États qui ont été créés. Ces Touaregs auraient peut-être eu droit, eux aussi à une certaine forme d'État. On ne l'a pas fait. Bon, à l'époque, ce qu'il y avait dans les sous-sols, on savait très bien ce qu'il y avait dans les n'intéressait pas parce que ce n'était pas rentable, exploitable. C'est comme pendant des années,
le Sahara n'avait intéressé personne jusqu'au jour où on y a découvert du pétrole. Et d'uranium. Et de l'uranium. Bon, il y avait quelques compagnies, et le français d'ailleurs, Konrad Kilian, qui était un Alsacien, malgré son nom, il n'était pas Kilian, c'était pas un Irlandais, est mort curieusement, pendu à sa cravate, au loquet de sa fenêtre à Grenoble. C'est quand même un peu. Et à l'époque, ce monsieur à chameau voyageait entre le sud de la Libye et l'Algérie, le Sahara algérien. Donc il y avait déjà des prémices à l'époque de guerre du pétrole dans la région. Alors à plus forte raison maintenant s'il y a de l'uranium, de l'or ou je ne sais quel autre minerai précieux ici, évidemment en Azawad ou dans le nord du Mali, si on va l'appeler l'un ou l'autre, évidemment c'est très important pour la France et pour une société comme Areva ou d'autres. Et dans le même sens, du côté algérien, du côté de l'opposition algérienne, la position française qui fait suite à l'appel d'un gouvernement issu d'un coup d'État nous rappelle un petit peu un certain janvier 92, et on se dit à un certain moment, ben, les socialistes français adorent travailler avec les gouvernements issus de coup d'État. Ce qui est dit de toute façon, c'est que le feu vert du coup d'État contre Chadli, parce qu'il faut bien appeler un chat. Et puis, je ne sais pas, j'espère qu'il y aura un deuxième tome des mémoires de Chadli. J'ai lu avec plaisir le premier tome. Effectivement, il ne dit pas grand-chose, mais quand même, il dit certaines choses sur le général Nézard qui sont quand même pas très... D'ailleurs, je trouve une honte qu'il ait participé à ses obsèques. À ses obsèques, oui. C'est vraiment, je trouve, scandaleux. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que quand même, Nézard a eu le feu vert suite à un entretien avec Mitterrand. Hein? Alors évidemment, feu vert, ça ne veut pas dire faites ceci, faites cela, ça veut dire on est d'accord. Voilà, ou on fermera nos yeux. Oui, voilà, c'est que quand quelqu'un veut. Lorsqu'on donne en tout cas, vous ne serez pas condamné à l'ONU. Voilà, vous ne serez pas condamné à l'ONU. Donc Nézard s'est quand même comporté d'une manière bestiale lorsqu'il dit, lui, pour se défendre, que les militaires. Alors, s'il y a eu des morts dans telle manifestation, c'est parce que les militaires, je leur avais demandé de tirer au-dessus des manifestants, mais ils ont tiré sur le sol et les balles ricochent et ça remonte. On voyait d'ailleurs sur son visage qu'il était gêné en disant des choses qu'il mentait en tout cas. Il n'y a que Nézard, c'est le seul militaire au monde qui peut donner cette explication. Deuxième volet, toujours concernant la guerre au Mali, j'aimerais revenir un petit peu à la solution politique, parce que quand même ce problème au Nord Mali persiste surtout depuis le début des années 90. L'Algérie a essayé de régler le problème. À l'époque, c'était Ahmed Yahya, qui était après devenu Premier ministre, qui était un petit peu l'envoyé du gouvernement algérien en tant que diplomate pour régler le problème. Bon, on a signé des accords, jusqu'au dernier accord signé à Alger entre le groupe Ansar Dine, qui est considéré comme étant un groupe terroriste ici en France, et le MNLA à Alger, un accord politique qui a été dénoncé par Ansar Dine 2 semaines après, puisqu'Ansar Dine s'est associé à d'autres groupes armés en direction de Bamako, ce qui légitime à peu près l'intervention militaire française aujourd'hui. On a l'impression que la solution politique n'a pas été cherchée jusqu'au bout et que certains lobbies ou certains cercles d'intérêt ont tout fait pour qu'il y ait une intervention militaire. D'une part, au sein d'Ansar el-Din, il y a des courants. Je veux dire, il y a quand même des tendances dures ou des provocateurs. Il y a dans tous les mouvements, je regrette, en Afrique et ailleurs, d'ailleurs même en France, lorsqu'il y a des manifestations, il y a aussi des provocateurs qui servent les intérêts des illuminés, des illuminés aussi, en plus. Encore si avec des provocateurs aux ordres, on leur dit arrêtez, ils s'arrêtent, tandis que les illuminés, ils continuent. C'est la grande différence qu'il y a entre les deux. Mais je pense que cette guerre a été voulue par la France et qu'elle a été discutée dans des réunions ici en France avant le voyage de M. Hollande en Algérie, qu'elle s'est concrétisée à cette époque-là. Alors évidemment, en fonction de certains marchandages. Le grand marchandage actuellement, me semble-t-il, en Algérie, c'est la réélection du président Bouteflika pour un 4e mandat, ce qui n'est absolument pas démocratique, de toute façon, mais qui sera présenté comme démocratique
en France, parce qu'en France, s'il se présente, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun problème, comme les généraux algériens massacrant le peuple algérien n'ont eu aucun problème à l'époque du coup d'État contre. Vous pensez qu'il y a eu un deal entre le gouvernement français et le régime algérien? Je pense qu'il y a eu un deal. Je pense qu'il y a eu un deal parce que je pense tout simplement aussi que parce que ce qu'on appelle en Algérie le Hizb el-França, je veux dire le parti de la France. Oui. C'est-à-dire, je n'accuse pas tous les militaires qui ont déserté, certainement pas, et beaucoup étaient sincères, etc. Mais il y a quand même. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de la DST, Roger Vibaud, de l'époque, qui dit qu'on a infiltré à l'intérieur du FLN, parmi les gens qui désertaient, des agents dormants des services français. Alors, il est évident que sur ce nombre-là, et je crois qu'Abdelhamid Brahimi, l'ancien Premier ministre, l'a bien décrit dans son livre. Il a bien décrit aussi la façon dont ils étaient perçus lorsqu'ils sont arrivés à Oujda. Par les officiers FLN orientalistes. Par les vrais officiers FLN, les vrais militants, etc. Bon, ces gens-là sont maintenant d'un âge, certains sont morts et certains sont d'un âge avancé. Donc c'est le dernier coup que la France peut jouer avec ces gens-là. Vous pensez que c'est le dernier coup? Je pense que ensuite, ce sera les suivants. Ils sont peut-être pires. Hein, attention, ça ne veut pas dire. Ils sont pas forcément il n'y aura plus la même relation, disons, de chantage ou de donnant-donnant entre ces officiers-là et les services français avec qui sont en rapport. Et vous pensez que la visite d'Hollande en Algérie, la dernière, en date, a un petit peu préparé cette intervention? Je pense tout à fait qu'elle l'a préparée. Enfin, parce que côté algérien, on a donné vraiment l'impression à la population algérienne au début, que le gouvernement algérien cherchait une solution politique et qu'il serait contre toute intervention militaire. Ce qui a changé 2 semaines après. Oui, ce qui a changé. Effectivement, il y a un moment donné, pendant toute une période, le gouvernement algérien, ils ont peur, ils savent très bien que des événements qui se passent à leurs frontières peuvent aussi déstabiliser, je ne dis pas déstabiliser l'Algérie, les déstabiliser eux. Le régime. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Parce que comment se fait-il qu'ils ont donné l'autorisation à l'armée aux avions militaires français de survoler l'Algérie avec ravitailleurs américains, parce qu'il y a aussi les ravitailleurs américains et britanniques pour les Rafales. Absolument. Donc ça veut dire aussi aux Américains de survoler l'Algérie, alors que, étant donné la situation, ils auraient pu passer au-dessus de la Libye, personne ne leur a rien demandé. Je ne vois pas que d'abord, de toute façon, la personne qui dirige actuellement la Libye, même s'il veut essayer de rétablir une certaine situation... techniquement, ils ne sont pas à la hauteur encore. Et puis de toute façon, il a vécu aux États-Unis depuis son entrée dans l'opposition à Kadhafi. Moi, je ne suis pas un partisan de Kadhafi. J'étais contre l'intervention de l'OTAN en Libye parce que c'est une force étrangère. Évidemment, moi je pense que peut-être il fallait peut-être aider, empêcher Kadhafi de réprimer la population de Benghazi, mais il fallait s'arrêter là. Je veux dire, le restant, c'est le problème du peuple, c'est le problème des Libyens. C'est le problème des Libyens. D'accord. On revient avec vous, monsieur Gilles Meunier, après cette pause, dans la troisième et dernière partie de cette émission. أعزائي المشاهدين، نعود معكم في الجزء الثالث والأخير من هذه الحصة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نعود بكم في هذا الجزء الثالث والأخير مع الصحفي الفرنسي السيد جيل مونيي لإكمال الحديث معه خاصة حول موضوع الحرب في شمال مالي. Monsieur Meunier, côté algérien, durant l'intervention des forces de l'OTAN en Libye, le régime, à travers la presse qu'il entretient, que ce soit la presse publique ou privée, qu'on dit en France libre, n'a pas cessé de dire aux Algériens de communiquer autour de l'intervention de l'OTAN que l'Algérie était contre et que s'il y ait des événements contre le régime en Algérie, il risquerait d'y avoir intervention de l'OTAN en Algérie. Même le chef de l'État en personne est sorti à Sétif en disant que, à la veille des élections législatives de mai 2012, qui était une totale mascarade, a menacé les Algériens, si vous ne votez pas, ce sera l'OTAN. 6 mois après, on voit le même régime, le même Bouteflika, les mêmes services secrets, le même commandement de l'ANP
ouvrir le ciel algérien aux avions de l'OTAN. Parce que vous avez dit, ce n'est pas que les avions français. Techniquement, les Rafales qui décollent de Saint-Dizier ne peuvent pas arriver armés en Normandie. Ils doivent être ravitaillés. On a lu, surtout dans la presse britannique, que ces avions étaient ravitaillés par des avions ravitailleurs américains et britanniques. C'est-à-dire, on a les trois principales forces de l'OTAN au-dessus du ciel algérien. Comment vous expliquez ce changement de cap du régime algérien? Alors, il y a peut-être deux choses. Déjà, premièrement, une réflexion de Nicolas Sarkozy, qui a dit à un moment donné, et ça a été ensuite plus ou moins démenti, mais enfin que le prochain sur la liste pays, c'était l'Algérie. Donc il est évident que pour les gens qui dirigent l'Algérie depuis 1962, enfin qui sont actuellement au pouvoir, ça a dû quand même les faire réfléchir. Les secouer. Les secouer, premièrement. Et puis, deuxièmement, je trouve qu'aussi, quand même, il faut le dire, c'est une véritable honte que finalement, cette décision d'autoriser les avions français à survoler l'Algérie était faite par Laurent Fabius, Premier ministre des Affaires étrangères français. Et porte-parole du gouvernement algérien. C'est incroyable. Je veux dire, même à la je veux dire, je ne sais pas si c'est, faut dire comme ça, mais je veux dire, les maquisards se retournent dans leur tombe. Absolument. C'est tout à fait. On n'aurait même pu jamais imaginer cela. On n'aurait pas pu l'imaginer. Il y a 20 ans de ça. Ouais. Alors voilà, maintenant on voit cela. Donc on a l'impression que une partie des gens qui dirigent actuellement l'Algérie jouent une carte. Il y a plusieurs courants et il y a un courant qui est pour coller. Ils ont collé, après l'attentat contre le World Trade Center, ils ont collé à la politique antiterroriste et ça leur a permis de massacrer une partie du peuple. Absolument. Maintenant, ils collent à l'OTAN parce que ça sert leurs intérêts. Je dis un courant à l'intérieur. J'espère qu'il y aura d'autres courants qui rétabliront la situation, mais je crois que c'est mal parti. On l'espère tous, absolument. Mais sur le plan intérieur algérien, même l'opposition au régime, l'opposition réelle, celle qui est interdite d'exercer en Algérie et celle qui est à l'étranger. Et je pourrais citer même M. Ali Belhadj, qui était vice-président du Front islamique du Salut, qui est taxé par une presse d'intégrisme, tout ce qu'on veut, mais dans ses déclarations, il a dit que pour le changement de régime et pour plus de liberté, on ne demandera jamais l'intervention étrangère. Oui, c'est-à-dire qu'on préfère rester avec ce régime. Et même les porte-parole du mouvement Rached aussi l'ont dit, on préfère rester avec cette dictature que de faire appel à une quelconque intervention étrangère. Et là, ce même régime qui se défend d'avoir défendu le régime de Kadhafi contre l'intervention de l'OTAN, permet aux avions de l'OTAN de survoler le ciel algérien. Est-ce que vous ne pensez pas que le régime algérien est arrivé en fin de course? En fin de course. Moi, je pense que le régime est arrivé en fin de course. Mais attention, en fin de course, c'est comme le dernier quart d'heure. De Gaulle avait parlé du dernier quart d'heure. Il a duré quand même assez longtemps. Oui. Et puis, il y a eu beaucoup de morts pendant le dernier quart d'heure. Donc, le plus grand nombre de morts a eu lieu pendant le dernier quart d'heure. Justement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On sait ce qui se passe. Enfin, on sait. En France, on le sait peu, puisque la presse n'en rend pas compte. Mais enfin, en Algérie, il y a quand même des émeutes régulièrement. Il y a quand même des gens sur des boat people qui quittent le pays. Imaginez un pays qui quand même a des ressources pétrolières aussi importantes, qui n'a pas pu décoller économiquement. Décoller économiquement, c'est quand même incroyable. Je veux bien qu'il y ait des difficultés, peut-être au moment de l'indépendance, dans la mesure où bon nombre de gens étaient partis, etc. Mais il y a quand même des gens qui ont été formés dans les universités pendant 50 ans. Et là, il y a quand même un bilan à tirer de tout ça. Ça veut dire que le système qui a été mis en place, enfin, en particulier, pas qui a été mis en place, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés après la mort curieuse du président Boumedienne ont totalement mis le pays à genoux et ont vécu sur le pays. Où va l'argent du pétrole? Là aussi, il faut se poser la question. Pour faire quoi? Dans les poches de qui? Parce que finalement, est-ce que les Touaregs dans le sud bénéficient de l'argent du pétrole qui est en dessous? Oui, en Algérie, il y a un grand déséquilibre en termes de développement entre le nord et le sud. Et on l'a dit au mouvement Rached, c'est qu'il pourrait un petit peu accentuer, surtout la déstabilisation actuelle du sud algérien, du nord Mali, suite à l'affaire de Ain Amenas surtout, ce qui pourrait accentuer la misère sociale
suite aux ruptures des canaux d'alimentation, surtout en nourriture et de médicaments de ces régions, est-ce que vous ne pensez pas que l'Occident n'a pas un agenda bien précis pour le sud algérien? Si, moi je le pense, mais dernièrement dans Libération, un ancien responsable du DRS qui a été responsable dans le sud, je crois dans la région d'El-Oued ou ailleurs, je ne me rappelle plus exactement à quel endroit, mais qui a dirigé la région, disait que son service lui-même n'avait plus un contact réel avec la population, qui vivait en circuit fermé, et qu'il ne savait plus ce qui se passait dans la région. Pourquoi? Ça peut expliquer parce qu'ils vivaient d'une manière somptueuse. Ils avaient d'autres soucis. Ils faisaient du business. Voilà, ils faisaient du business. Au lieu de faire du renseignement. Voilà, au lieu de faire du renseignement. Quand je dis du renseignement, il faut savoir ce qui se passe. Je veux dire, il ne s'agit pas de réprimer ou de rentrer dans la vie privée des gens. Et que la situation, moi, dernièrement sur YouTube, j'ai assisté aux obsèques d'un jeune Algérien qui a été pendu en Irak. Il y avait quand même une population qui suivait le cercueil. Il y a eu des déclarations qui ont été faites, c'était très émouvant. Et lorsqu'on lit dans les documents de renseignement américains qui ont été trouvés par les Américains et par les forces spéciales en Irak, la majorité des djihadistes qui sont allés combattre en Irak provenaient de la région d'El-Oued. C'était pas c'était quoi? Alors ça devient quand même incroyable. Et c'était pas des gens c'était des jeunes qui avaient 20 ans, 21 ans, donc qui n'étaient pas membres, on ne peut pas les accuser d'avoir été membres du FIS, ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes, ils étaient trop jeunes, oui, etc. Ils ont été combattre là-bas. Mais alors là aussi, il y a actuellement dans les couloirs de la mort en Irak des prisonniers algériens. Est-ce que le régime algérien s'en soucie? Non. Voilà. Est-ce que le régime marocain s'en soucie? Non. L'ambassade, pour information, l'ambassade d'Algérie à Bagdad a même refusé de rapatrier le corps. Voilà. On a dû faire une campagne médiatique au niveau de Rachat TV pour que le corps, que le corps soit rapatrié. Ça, il faut le dire, parce qu'il y en a dans le couloir de la mort, mais il y en a qui sont aussi, pas dans le couloir de la mort, mais qui sont en prison, tout simplement, et qu'on accuse de choses qu'ils n'ont pas commis. En plus, parce qu'ils n'ont pas se casser la tête en Irak de savoir si monsieur a fait un tel, etc. On lui met sur le dos un truc et puis on le pend. Est-ce que vous ne croyez pas que le régime algérien est en train de jouer avec le feu? Surtout avec l'affaire de Ain Amenas, on a vu l'intervention musclée, et puis l'effondrement du système sécuritaire, c'est que pendant 20 ans ou 15 ans de guerre civile, aucun événement n'a pu toucher ce genre d'installation très sensible par rapport à l'économie algérienne, et ça se fait en 2013. Oui, puis de toute façon, un Algérien déjà a des difficultés pour aller lui-même algérien. Il faut avoir un laissez-passer. Il faut avoir un laissez-passer. Donc on se croirait à l'époque de l'Union soviétique où il fallait un passeport pour aller de Moscou jusque dans une autre Saint-Pétersbourg, etc. Donc l'Algérie n'est quand même pas un pays communiste, mais l'Algérie n'apparaît pas comme une sorte de dictature dans la mesure où il y a des médias qui disent bien plus qu'il y a dans la presse française, mais à part ça, c'est quand même une dictature cachée, une dictature militaire. C'est toujours les mêmes personnes qui sont... Une dictature habile. Voilà, qui est très habile, très intelligente. Mais on arrive à un moment avec l'âge, la corruption. Puis l'époque qui change. Et puis l'époque qui change. Et puis aussi le nombre de jeunes qu'il y a aussi en Algérie à qui on n'a pas appris leur propre histoire. Donc il est évident qu'un jour, il y aura certainement malheureusement une explosion et qu'on ne sait pas comment ça se terminera. On est effectivement en période de fin de cycle, de fin de règne, quoi. On a l'impression que le régime un petit peu essaie de s'accrocher à quelque chose. Le régime, ils sont bien conscients qu'ils voient bien la situation, qu'ils n'arrivent plus à la gérer. Mais le risque principal, M. Meunier, c'est qu'on a un régime qui s'accroche au pouvoir. Et en s'accrochant, il pourrait emporter tout le pays avec. Oui. C'est que l'actuel Premier ministre, qui a 4 ou 5 mois de fonction, je crois, au début, il a animé une conférence de presse au Parlement, où à la sortie d'une session parlementaire, des journalistes lui ont posé la question, le sud algérien, il est en danger, qu'est-ce que vous comptez faire? Il leur a dit clairement que cette question, ce n'est pas votre problème, on a une armée bien équipée, professionnelle, elle veille à la sécurité nationale. Je ne suis pas là en train de critiquer l'armée, mais il y a eu un énorme problème sécuritaire
quand on sait qu'une base aussi sensible qui produit 10% de la production nationale de gaz a été prise en otage par un groupe de 20 personnes qui sont venues du Mali, qui ont traversé 1000 km, lourdement armés, et personne n'a vu voir. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer avec la sécurité du pays? Jouer avec la sécurité du pays. Je veux dire, regardez ce qui se passe en Syrie. On l'a toujours dit, mais la Syrie, c'est une dictature formidable. Ils ont des services de renseignement compétents. Tout est serré, tout est vissé, tout est surveillé, il n'y a pas de problème. Et puis les gens se sont révoltés. Bon, évidemment, ils ont reçu certainement au départ une aide étrangère. Mais enfin, les étrangers, je veux dire que la France, les États-Unis, tous pensent à l'après, toujours. Il y a toujours des scénarios du futur. Plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios du futur. Alors, il est bien évident qu'un pays comme l'Algérie, pour eux, ils s'aperçoivent qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire en Algérie? Qu'est-ce qu'on va faire en Algérie? En Algérie, c'est quand même du pétrole, c'est quand même du gaz, c'est quand même à côté de l'Europe. D'autres sources qu'on ne connaît peut-être pas, qui sont du côté du Tassili ou je ne sais où par là. Et donc ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là qui finalement sont en fin de course, vont s'accrocher, etc. Et puis ils ont un agenda qui pourrait être effectivement le partage de l'Algérie. Mais logiquement, ce régime, la réaction logique d'un régime en fin de cycle et qui a vu un petit peu ce qui s'est passé en Libye, en Tunisie, en Égypte et surtout en Syrie, il n'aurait pas obéi à des demandes, et je dis bien obéi, c'est de l'obéissance, à des demandes d'ouverture du ciel algérien. Non, mais c'est qu'il est véritablement dépassé, c'est qu'ils ne sont pas conscients de l'impact que ça va avoir sur l'opinion publique algérienne, qui n'a absolument pas été préparée à cette décision, qui de toute façon est contre cette décision. Je veux dire, elle est totalement incroyable, cette décision. Donc, et puis elle peut conduire à un bouleversement. Parce que, attention, quand quelque chose se déclenche, un chaos se déclenche, on ne sait pas comment ça finit. En France, on dit que l'Algérie a collaboré dans cette affaire, que c'est formidable, c'est bien, et que les politiques officiels français sont super contents de cette collaboration. Mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que cette décision d'ouverture du ciel algérien sans contrepartie, qui n'est pas vue de la bonne manière, comme vous dites, surtout sur le point de vue algérien, est-ce que ce n'est pas un sentiment national qui est en train d'être créé et qui pourrait même se retourner dangereusement contre les intérêts français en Algérie? Moi je pense que justement la poursuite de la guerre française au Mali, enfin en Azawad, il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont, parce que le régime de Bamako, franchement, c'est pas un régime démocratique, donc on ne va pas parler de ces gens-là. Et puis en plus, d'après ce qu'on peut dire, sont susceptibles de commettre des atrocités dans le nord du pays. Ça s'est déjà vu en Afrique. Se venger sur la population. Touareg. Sans qu'il y ait des caméras, parce que là, il n'y a pas de. Quand on veut qu'il y ait des caméras, il y a des caméras. Quand on veut faire des films. Parce que là, on n'a aucune image. Rien du tout. Rien du tout. Et donc, effectivement, ça peut se retourner, moi je pense, ça peut se retourner à terme contre l'Algérie. Alors évidemment, le problème, c'est d'interroger qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'affaire des otages, la dernière affaire des otages. Est-ce que ça. Qui y a derrière? Est-ce que si c'est simplement une organisation ou un regroupement d'organisations dites islamistes qui ont monté ça toutes seules? Parce que c'est vrai, ça ne s'est pas préparé, en 8 jours. Je veux dire, de l'aveu du Premier ministre Sellal, il a dit que ce groupe prépare cette opération depuis 2 mois. Oui, maintenant, il sait qu'ils l'ont préparé pendant 2 mois, puisqu'il le sait, c'est qu'ils le savaient bien avant. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'empêcher? Puis, ce qu'on peut dire aussi, on peut répondre à M. Sellal que un autre groupe a préparé avec les Français l'opération depuis 2 mois. Exactement aussi. Il ne faut pas non plus. Lui aussi, il a préparé. Ils ont préparé les militaires algériens avec les militaires français. On parlait de l'intervention en Normandie. Ben voilà, elle a été préparée. Quel est le risque? Et la suite, certainement, parce que, attention, ça c'est un début. Il y a des analystes algériens et même français qui disent que s'il y a agression contre les populations touareg du Nord Mali, la population touareg algérienne dans le sud de l'Algérie pourrait
se sentir obligés d'être solidaires parce que c'est des mêmes tribus, c'est des mêmes familles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le comportement du régime algérien entraîne de fait une déstabilisation du sud algérien, surtout concernant la population algérienne touareg? Si, moi je le pense. Je pense même que c'est parmi les scénarios occidentaux, il y a ce scénario-là, parce qu'il y a toujours, alors ensuite ça va dans un sens ou ça va dans l'autre en fonction du sens où ça marche le mieux. Les Occidentaux revoient leur scénario à mesure, etc. Il ne s'agit pas de choses bien fixes. Mais enfin, écoutez, lorsqu'il a été question de l'indépendance de l'Algérie, la France voulait garder le sud, voulait garder le sud et voulait mettre à la tête du sud le père de l'actuel directeur de la mosquée de Paris. C'était ça. Boubacar. C'était Boubacar qui devait diriger qui avait armé des harkis à l'époque. Voilà. Bon, ça a été une opération qui a échoué parce que le FLN a tenu bon. Il y a eu des accords parce que la France pouvait... Parce qu'il y avait encore des hommes aussi. Il y avait encore des hommes, puis ensuite il y avait aussi les essais à Reagan. Parce que les essais nucléaires, oui. Les essais nucléaires, bon, ça a duré ce que ça a duré, mais enfin il n'empêche, le FLN a tenu bon, et donc l'Algérie est ce qu'elle a été après 1962. Mais ça risque 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, il se passe des choses. C'est-à-dire c'est cyclique dans l'histoire de l'humanité. Une génération disparaît, une autre arrive, n'est plus la même, et voit les choses totalement différemment. Un régime qui aurait été démocratique, légitime, soutenu par sa population, aurait réagi pareillement aujourd'hui comme le fait le régime actuel en Algérie? Oui. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, quel intérêt l'Algérie a participé à cette guerre au Mali? Parce que l'Algérie aujourd'hui est impliquée dans la guerre malienne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Comme elle est impliquée dans les histoires au Sahara, il y a quand même une base américaine qui se trouve dans le sud du Sahara. On n'en parle jamais, mais enfin, quand même, elle existe. Il y a même des images. Oui. Il y a même des images. Donc, le CBS. Tout ça, on le cache. Que font ces gens-là dans le sud dans le sud de Quel intérêt? Quel intérêt? Voilà. Ça, on aura la réponse peut-être dans les semaines et les mois à venir. Dernière question, M. Meignet, quant à l'implication française, l'implication militaire, pensez-vous que la stratégie militaire française va donner des résultats ou l'armée française est en train de s'enfoncer dans un bourbier infernal? Moi, je pense que l'armée française, effectivement, entre dans un bourbier. D'abord, l'armée française en Afghanistan, ça a donné les résultats que l'on connaît, c'est-à-dire que aussi bien les Américains, ils ont dû repartir. Là, il s'agit d'un pays évidemment d'une autre forme de guerre, mais qui est une guerre du désert, sur des territoires immenses. Immenses. Je vois mal comment 5000 hommes, ou même 10 000, pourraient gérer un tel territoire. Alors évidemment, on dit, il y a des troupes africaines qui vont arriver, mais ces troupes africaines, elles vont être reçues comment? D'abord, d'une part, ce sont des troupes d'Africains noirs qui souvent détestent les Touaregs. Bon, alors ça va finir très mal. Et je pense que malheureusement que ça va finir très mal pour les jeunes militaires français qui risquent d'y perdre leur vie. Oui, malheureusement. Oui. Monsieur Gilles Meignet, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et nous espérons un dénouement positif pour votre procès. Si Dieu veut. Inch'Allah. إخواني أخواتي المشاهدين، نتمنى أنكم استفدتم في هذا الحوار مع الصحفي الفرنسي السيد جيل مونيي ورأي فرنسي حول ما يجري في شمال مالي. نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في فرصة أخرى مع حصتكم الموعد السياسي على تلفزيون رشاد. سلام الله عليكم.